bonsoir à tous, à ceux qui sont sur YouTube, bonjour, et surtout bonjour à la chatroom sur Twitch. Donc cette émission est enregistrée sur un live Twitch qui a été enregistré le 12 juillet à 21h environ. Donc, petit rappel, on fait 10 actus de la quinzaine passée avec la chatroom et des intervenants en vocal. Donc ceux qui sont habitués de la chatroom de Twitch, vous pouvez venir sur mon Discord et on peut papoter comme ça. Petit rappel, vu que on a une partie qui est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à follow, à liker, à partager si ça vous plaît, et en parler autour de vous si ça vous plaît encore plus. Donc avec nous, nous avons notre ami Toufik. Salut Toufik, comment vas-tu ce mardi? Pas trop chaud, pas trop chaud? Oh, un peu chaud, mais bon, après, on est dans la même enseigne. Hein, voilà, moi j'ai envie de dire, moi personnellement, j'ai un petit ami qui est juste hors champ, qui est là, qui s'appelle le ventilateur, que je vais descendre après. Ah, mais ouais. bah oui, attention. Donc voilà. Donc bon, on est bien. C'est la joie, la bonne humeur et la négresse, comme dirait l'autre. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de trucs what the fuck, de légendes urbaines, de trafic internet, de rumeurs qui sont persistantes. On va bien voir. On va parler malheureusement de décès d'un mangaka. Et on va parler de rétro et surtout on va parler d'écologie. Donc n'hésitez pas à papoter avec nous dans la chatroom, mais pas que. Vous pouvez nous rejoindre sur le salon vocal pour ceux qui sont avec nous dans le live. N'hésitez pas. Donc alors, sans transition, on y va. Allons-y, allons-y. On se lance. Tac. Alors, après toutes nos news. Doom marche sur un test de grossesse, marche sur une brique de Lego, marche sur plein de choses. On a la nouveauté, c'est Doom Run in Born McDo. Alors. Carrément, Born McDo, quoi. Alors, ouais. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Tac. La Born McDo, que tout le monde connaît, hein, quand vous allez sur une chaîne de restauration rapide, hein, il y a un petit Inou qui a installé notre cher Doom, le classique, dessus. Alors, je sais pas comment il a fait, mais moi je dis champion toujours dans ces moments-là. On rigole bien, mais au moins, on va dire Doom, c'est la vie. C'est la vie. C'est le meilleur jeu du monde. Et donc, comme diraient certains, est-ce que tu veux un menu maxi MacDoom? Voilà. Voilà. Elle est technique celle-là. Ah, elle était technique, mais il fallait le faire. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est totalement what the fuck, mais c'était totalement marrant. Moi, c'était suite à une news qu'on avait eue là il y a 15 jours avec une brique Lego qui était en fait un ordinateur, et donc on avait fait lancer un Doom sur le petit contrôleur. Je me suis dit, allez, allons-y, on va faire la même chose, mais on va trouver un autre truc. Et je suis tombé là-dessus, et là, en plus, nous avons une connaissance commune avec notre ami Toufik, qui adore les news Hiprun Doom. Surtout, ouais. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une communauté dans un Tumblr qui fait que ça, qui fait des photos et des vidéos sur, on arrive à faire tourner Doom sur quelque chose. Et souvent, c'est totalement what the fuck. Comment tu trouves, mon cher Toufik? Est-ce que toi, tu serais tenté de faire ça sur une borne de KFC ou de Burger King? Bien sûr. Tous les lundis matins, je fais ça en fait. Je trouve un device connecté où je peux mettre Doom. Moi, je dis... Non, en réalité, pas du tout. Pas du tout. Moi, je dirais le truc qui serait totalement marrant et surtout totalement faisable. Malheureusement, il n'y a pas de retour d'écran. C'est dans le Navastag, tu peux installer, vu qu'un Raspberry Pi 0 doit normalement lancer Doom classique, il nous faut juste une sortie écran.
Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait cette puissance, mais vu qu'elle t'a de grossesse, la si. tournée, je me dis que pourquoi pas. Hein. Moi je dis ça passe. Allez, Ça go, passe. on fait ça. On lui fait un trou dans le trou de balle, on met un câble HDMI dedans, et on lui fait comme les Teletubbies, on lui met un écran sur le ventre. Du touch my tralala. Ouais, exactement. Donc voilà. Donc c'était la petite news de merde, mais au moins, moi je me suis dit, ça mange pas de pain. Et c'est plutôt bien marrant. Donc tant qu'à faire, c'était ça qui était cool. Donc, sans transition, on va partir sur autre chose, mais qui est en lien dans du rétro. C'est la légende de Michael Jackson avait fait des musiques pour Sonic. C'est suite. Et ça, c'était un truc, c'était une légende urbaine / rumeur persistante qui bonne soirée à toi mon cher Alvink, qui nous disait que Michael Jackson avait fait des pistes sur Sonic 3. Alors la petite info, on a eu une continuité, c'est que tout est parti de la sortie des remakes de Sonic. Qui est sorti, c'est les Sonic Origins, si vous avez vu passer. C'était le remaster des Sonic 1, 2, 3 avec Knuckles, au format 16/9 avec une nouvelle dimension et ainsi de suite. Enfin, ils avaient élargi l'écran pour faire du 16/9 et tu pouvais en fait faire une sorte de mode d'histoire où tu commences par le 1 et tu enchaînes les 4 épisodes. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment, on a eu un tweet de Yuji Naka, qui est l'un des pères de Sonic, qui a dit que la musique de Sonic 3 a changé. Donc déjà tu fais ouais, what the fuck? Et il dit oui, c'est bizarre que les morceaux ont changé. Et il dit ils ont changé parce qu'il devait, il y a eu fin des droits d'utilisation des compositions de Michael Jackson. Et le mec, il a mis ça sur Twitter un certain 23 juin. Comme ça, en mode à la cool, sans pression, bam, en disant voilà, et tout. Et il a mis en plus un petit tweet d'une photo. Montrant, voilà, je vais vous le montrer, hop, on va se mettre en plus grand, et il dit voilà, c'est une photo que j'ai prise avec ma caméra quand je suis allé chez lui en hélicoptère, et ça me manque. Donc t'es là, tu fais ouh, rien que ça fait mal aux fesses, et tu te dis que tous les trucs, c'est que depuis des années et des années, depuis les milieux des années 90, depuis la sortie de Sonic 3, il y a plein de monde qui parle de Michael Jackson, a fait de la musique, et là, a fait de la musique pour Sonic 3. Et là, ça fait, 30 ans plus tard, c'est un truc de malade. C'est un truc de folie. Hein. Par contre, le seul truc, c'est pourquoi il y a plein de monde qui se pose la question, c'est pourquoi il a jamais voulu être crédité dans Sonic 3. Il y a plein de théories, hein. Il y a 2 théories qui se disent, c'est que l'éditeur n'a jamais voulu être associé à une personne comme Michael Jackson, parce qu'il y a eu des soucis en 93, rappelle-toi. Oui. Je me rappelle très bien, j'étais là. Ah oui, t'étais à Neverland, c'est ça? J'étais à Neverland et j'étais... Voilà. Et d'un autre côté, c'est l'icône a été peut-être mécontent du rendu audio par la console Mega Drive. Parce que alors ça c'est faux, parce que je pense peut-être que il y avait un jeu qui existait, Michael Jackson était là. Moonwalker, c'était ça, exactement. Et c'était sur Super Nintendo, je crois. C'était pas sur. Non, c'était sur arcade Sega, ça. C'était sur Sega et Mega Drive. Sur une borne arcade. Non, je crois qu'il était sorti sur console. C'est peut-être un autre jeu. Michael. Je crois que c'est Moonwalker. Hein. C'est Moonwalker. Ça peut être que Moonwalker. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il était sur SNES. Bref. Mais voilà. Après, c'est le truc ouf. C'est que Mega Drive.
C'est que Mega Drive et arcade, si mes souvenirs sont bons. Hein. Attends, Mega Drive, il me semblait que c'était sur SNES, non, mais sur Mega Drive aussi, donc il est sorti aussi sur Mega Drive. Et Master System aussi. Michu. Oui, mais c'est pareil. C'est pas celle qu'on se rappelle. Hein. Non, voilà. Clairement pas, mais clairement pas. Je regarde juste. Disponible en 90. Ah ouais, non, en fait, pas sur SNES. Ça a le même rendu graphique que les jeux sur SNES, tu vois. C'est ça. Mais oui. Mais voilà, c'est que là, tu te dis, c'est ouf que une information sorte comme ça en mode sans pression. Hein, Mais après, ça fait de la pub pour Sonic Origins, donc t'es là, tu te dis, ok, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc c'était plutôt intéressant. Au moins, ça nous termine là la petite info comme ça. Un petit peu abruptement, mais c'est ouf quand même qu'on sache cette information. Hop. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, mon cher Raglink, mon cher Toufik? Non, bah t'as tout dit, de toute façon, voilà. Non, t'as tout dit. Ok. Sans transition, on passe à la quatrième. Pêche. À la quatrième news, c'est la chaîne boutique. Oui, est de retour. Alors. Tu passes en full screen? Oui, je vais vous le mettre en full screen. Ne vous inquiétez pas. Tac. Voilà. Est-ce que vous vous rappeliez que la Wii avait une boutique, avait une chaîne boutique où on pouvait s'acheter des jeux et ainsi de suite à l'époque? Ça, tout le monde s'en rappelle normalement. Et surtout, ce qu'il fallait savoir, c'est que on nous avait informé que la chaîne boutique Wii et l'eShop de la Nintendo DS allait être indisponible en mars dernier. Je me souviens. Donc ça avait été fermé, tout, voilà. Sauf que on nous l'a annoncé le 7, donc il y a moins d'une semaine, le 7 juillet, on nous a annoncé, surtout Nintendo nous l'a annoncé, que la chaîne va être de nouveau disponible, et ce pendant quelques mois. Après, ils ne nous disent pas combien de temps, car ils doivent faire des maintenances et ainsi de suite. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas pour acheter, c'est juste pour télécharger tous nos achats. Ah, ils vont te proposer de récupérer. Voilà. Donc tu te dis, ça peut être jouable. C'est ce qu'il faut se dire. Là, on est peut-être bien. Ça peut être marrant. Enfin, marrant. Et surtout, si on avait loupé le coche, c'est ça qui est bien. C'est que c'est une petite info comme ça, mais au moins, on a la bonne info que la boutique, oui, est de retour pour quelques mois, mais pendant combien de temps, on ne sait pas. Donc voilà. Est-ce que toi, t'avais acheté des trucs sur la Wii à l'époque? Non, je crois pas. Moi, je suis pas sûr. Hein. Alors, si, peut-être que j'ai acheté une connerie ou deux, mais j'ai plus la vie depuis belle lurette. Tu vois. Et bah, moi, je l'ai encore. Hein. Moi, je l'ai encore, elle est à côté de moi. Enfin, elle est à côté du PC. Faudra que je vérifie parce que j'ai toujours le même compte Nintendo, donc en vrai. Ouais, potentiellement, ouais. Mais bon, après, dans l'absolu, moi, j'ai envie de dire, si vous avez la Wii, moi, je vous la conseille de la garder précieusement pour la collecte déjà, mais dans un autre temps, vous pouvez la garder. Elle fait très bien du rétro gaming. C'est bon à savoir. Il y a une scène Handbrew qui est maintenant plus trop animée, mais à l'époque, tu pouvais jouer de la NES jusqu'à pas jusqu'à la PS1, mais quasiment quoi. Bah, écoute, c'est bon à savoir. Donc voilà, donc c'est bon à savoir. Après, tu te mets tout sur la carte SD, et ainsi de suite. Et en plus, elle est facilement bidouillable. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de souder sur cette. Non, avec le navigateur. Oui, c'est même pas le navigateur, c'est par la boîte mail en fait. T'avais un truc comme ça. Oui. Il y avait en fait, tu t'envoyais des mails entre guillemets
vérolé Avec et le en fait ouais. avec la faille et ça t'envoyait la faille et ça pouvait t'installer des trucs. Bah, Et ça écoute, pouvait t'installer la Homebrew Channel et ainsi de suite et lancer tous les trucs qui étaient sur clé USB. Mais chut, c'est ça, mais chut. chut, c'est pas bien. Voilà, voilà. Alors, sans transition, tac, là où is back. Et tiens, je m'étais... Ah, voilà. Je me suis trompé, on avait loupé un petit truc, qui est la rumeur qui est plutôt persistante depuis quelque temps, qui est que Mario Kart Deluxe a, tout le monde le sait, qu'il y a une deuxième vague qui est normalement prévue Oui, sur Mario Kart 8, pour et les on ne nouveaux connaît circuits. pas la date. Ça serait Ouais. 2 coupes. Il y a des gens qui ont annoncé, suite aux annonces de Nintendo, qu'il y aurait peut-être la deuxième vague qui devrait arriver très prochainement, car ce qu'il faut se rappeler, c'est que Splatoon 2 a aussi des DLC, et les DLC se font le 1er, le 8 juillet, le 22 juillet et le 29 juillet. Ok. Tu te dis, là, il y a un problème. Dans la semaine du 14 juillet, il n'y a rien. Et tu penses qu'il y a un trou entre les deux pour pouvoir pas parasiter l'un avec l'autre? Voilà. C'est pas bête. Donc, il y a des gens qui se hype sur Internet, dont sur Twitter, qui disent, eh, il y a un event, c'est un showdown final 2022 de Splatoon 2, le 1 et 2, le 8 et 9, le 22 et 23 et le 29 et 30. Et bizarrement, entre les deux, t'as une semaine de blanc. C'est peut-être juste une remarque, peut-être un petit truc Peut-être comme ça. que ouais, On ça verra l'affûte. bien. On verra bien de toute façon. On n'est pas à l'abri d'une petite friandise qui arrive vendredi. Donc on verra Ouais. bien. Si on fait un petit week-end prolongé, ça sent le petit stream à l'arrache pendant la Des sieste nouvelles des coupes. enfants, des nouvelles coupes. Moi je dis ça, je dis rien. Je sens que je vais me les faire, mais chut, on verra bien, on peut le faire, je le ferai en 50cc, 200cc et en mode miroir, sinon c'est pas marrant. Donc voilà. Donc ça pourrait être marrant à faire et surtout moi je l'attends avec grande impatience parce que le DLC était pas mal, ça nous rajoute des trucs, bon on pourrait avoir encore plus de choses, Moi, je suis plus fan de mais, Paris quand même, hein. mais voilà, là, le circuit de Paris est pas mal, moi je l'aime bien, donc tant qu'à faire, ça pourrait être marrant. Ouais. Donc voilà, c'était la petite news Switch du jour. On est hypé, on verra bien, parce que moi j'aimerais bien avoir de nouvelles coupes pendant les vacances, hein, parce que Bah oui, ça peut être bien. et surtout c'est le plus logique. C'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est que faut se rappeler que la dernière fois c'était en mars. En mars, il y Ouais. avait voilà. Tu te dis juillet, là, il casse le game. Hein. Bah ouais, pour l'été, ça serait bien, hein. Franchement, il casse le game avec ça. Hein. Moi, Et tu vois, ça fait 3 mois quasiment, hein. bah ouais. Moi, je me dis tous les 3-4 mois, c'est jouable, hein. C'est jouable. En plus, s'ils prennent des circuits type Mario Kart Tour, la Wii et des trucs comme ça, ou même l'épisode 3DS ou autre, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à faire. Tu vois ce que je veux Non. dire? Le moteur graphique, enfin, tout ce qui est 3D, tu rallonges, enfin, tu le peaufines un petit peu, c'est un petit peu du remaster, mais le tracé reste propre, t'as plutôt des assets, même simplistes, mais tu les as. Donc tu te dis, il y a moyen. Donc voilà. Donc Bah c'était ouais, la ça peut être petite, cool, ouais. c'était la petite news cool qu'on pourrait avoir. Donc voilà. Ensuite, nous avons petite info. C'est, est-ce que vous vous rappeliez que normalement on va avoir Echo dans une série Disney+. Alors, qui est Echo? Est-ce que vous vous rappelez de la série Hawkeye
qui était sur Disney+. Non. Alors, en fait, on avait eu le Soldat de l'hiver et le Faucon et le Soldat de l'hiver. On avait eu What If. Pendant Noël, on avait eu Hawkeye. Ok. Et en fait, dans Hawkeye, on avait une méchante entre guillemets qui était Echo, qui était en fait, c'était un personnage qui est sourde si mes souvenirs sont bons, qui a des super pouvoirs quand on l'a vu, et donc en fait ils viennent d'annoncer que dans cette série, vu qu'ils ont récupéré les droits des séries Netflix, il y aura l'acteur qui jouait Wilson Fisk alias le Caïd dans cette série, ainsi qu'à une personne qui s'appelle Charlie Cox, qui est nul autre que Daredevil dans la série Daredevil de Netflix, qui est maintenant chez Disney+, mais voilà, tu te dis et qui était aussi présent, Charlie Cox, dans le dernier Spider-Man du MCU. Donc voilà, donc tu te dis ça peut sentir bon qu'il y ait dans Echo Matt Murdock et Wilson Fisk qui pourraient être bons. Surtout que vu qu'il y a eu changement de plateforme et ainsi de suite, ce qui me faisait peur, c'est quand il y a eu le changement, qu'on nous dise bon allez, la série Daredevil et ainsi de suite, hop, on les met aux oubliettes, on n'en parle plus, et voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de Echo, dans les comics, c'est plus ou moins une anti-héroïne, qui est une fille plus ou moins adoptive de Kingpin alias Wilson Fisk, donc le Caïd, comme on l'appelle chez nous. Et donc, en fait, c'est dans les dernières années, ce personnage-là, c'était pour un personnage pour tuer, entre guillemets, pour faire le personnage de pour tuer Daredevil alias Matt Murdock. Et ça, c'est voilà. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que là, ça peut être marrant, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, le tournage est en cours à Atlanta. Donc, à voir. On attend de voir, on attend les résultats, mais ça peut valoir son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre. Et surtout, la série, elle n'est pas attendue avant l'année prochaine. Donc, ça peut valoir son coup. Après, d'abord, ce week-end, pendant les vacances, on va avoir une autre série qui a été un petit peu bâchée actuellement, c'est She-Hulk, qui va bientôt arriver. Oui, ça, et elle est controversée, qui est plutôt controversée entre la plastique et ainsi de suite, voilà. Ben, c'est ça. On va voir. On verra bien. Là, il n'y a pas trop de plastique, parce que... Et plastique, c'est fantastique. Voilà. Et c'est plutôt latex, on va dire, ou cuir pour Daredevil, mais pas... oui, Daredevil, c'est un peu... plastique. C'est plus queer. Queer moustache, voilà. Donc voilà, c'était la petite info news MCU-esque, comme dirait l'autre. Et donc, on va passer à une news peut-être un petit peu plus triste, on va peut-être moins s'y attarder. C'est malheureusement, on vient de nous annoncer, on nous l'a annoncé le 7 juillet, que l'auteur de Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi, est décédé à l'âge de d'une soixantaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Il est né à l'âge de 61 ans. Donc il est né en... Ah non, même pas, il avait 60 ans, 61. Il était né en octobre 1961 à Tokyo. Et il était principalement connu pour le manga et l'anime Yu-Gi-Oh! Donc rappelez-vous, Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel. C'est lui du duel et ainsi de suite. Bon là j'ai pas la boîte à son, mais c'est
du style on peut vous faire un petit troll, mais dire voilà, c'est simple. Comment faire ça, c'est simple. Et on vous cut en changeant de scène et en mettant le jingle de Yu-Gi-Oh! Comme ça, voilà, on vous coupe pour la blague. Donc voilà, il a été la série est plutôt connue pour les enfants, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Yu-Gi-Oh! Avant d'être une série plutôt orientée enfant et surtout très censurée lors des diffusions en animé aux États-Unis et en France, les premières saisons de Yu-Gi-Oh! Étaient pas du tout comme on l'a connu sur M6, toi et moi. C'était des trucs plutôt dark, où on n'était pas un jeu de cartes, mais c'était des jeux de société, où c'était des trucs avec torture et ainsi de suite. Donc t'es là, tu te dis, ouais, c'est glauque, sauf que ils ont un petit peu réorienté pour aller vers des choses un petit peu plus normales, on va dire. D'accord. Voilà. Donc voilà, il a commencé son œuvre phare qui est Yu-Gi-Oh! En 96, mais il a commencé sa carrière de mangaka en 92. Donc voilà. Donc tu te dis, ça a été une période plutôt bonne, et surtout c'est que il est resté actif, surtout pour le lore et l'univers partagé de Yu-Gi-Oh! De toute façon, il est resté assez actif à ce niveau-là. C'est ça qui est magnifique, c'est que depuis 96, il était très bon. Il était très connu pour ça, et il y est resté. Ça a été un petit peu son précaré, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste un auteur qui était très connu, et malheureusement, je trouve, à l'âge de 60 ans, le quitter, malheureusement, voilà. On se dit que voilà, il y a peut-être eu une longue maladie derrière qui a fait que, mais ce qu'il faut savoir, comme on en avait déjà parlé dans les épisodes précédents, pour Berserk, et aussi, par exemple, pour Hunter x Hunter, les artistes, même si c'est des artistes accomplis qui sont très reconnus, la grosse problématique à ce niveau-là, c'est le fait de tenir, entre guillemets, le rythme de parution, qui est à environ faire entre 10 et 20 planches par semaine. Et c'est voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars de Hunter x Hunter a fait des grosses pauses parce que il a des problèmes de santé, et il est totalement cramé. Il y a des vidéos, si vous voulez, sur YouTube qui le montrent, mais le gars, il est totalement pété, enfin, pété entre guillemets, il a des problèmes de santé, alors que beaucoup de monde pensait à une époque que c'était un mec qui était un gros glandu et qui adorait les jeux vidéo, donc il se dépose pour faire du Dragon Quest et ainsi de suite. Chose que moi j'avais cru comprendre à une époque. Et en fait, ce n'est pas le cas. Le mec, il a des problèmes de santé, il a des problèmes de dos. Et ce qu'il montrait des fois sur Internet, c'est que le mec, il est obligé, avec ses problèmes de dos, de dessiner pas sur une table à dessin, mais à même le sol allongé sur le ventre. Oh purée, ah ouais. Donc tu te dis, les rythmes soutenus des mangaka, c'est pas un mythe, hein, c'est vraiment... Il se décalque la tronche, hein, c'est... Voilà. Donc c'est bon à savoir, et surtout malheureux de savoir cette chose-là, qu'on ait encore un mangaka qui avait fait une série, même si pour nous, trentenaires bien tassés, on l'a connu avec les trolls et ainsi de suite. C'est quand même une série qui a eu une bonne reconnaissance dans beaucoup de groupes de fans de manga. Moi, j'ai jamais accroché. J'avais lu le premier tome, mais ça m'a pas, comme dirait l'autre, ça m'en a touché une sans toucher l'autre. Hein. C'était pas, voilà.
Ce qu'il faut se dire, c'est que le manga, c'est 38 tomes. Disponible chez Kana, je dirais, je crois. Mais voilà. Donc voilà, donc c'était la petite info malheureuse de l'épisode. Mais malheureusement, des fois, on ne peut pas mettre toutes les news heureuses, que des news heureuses. Des fois, c'est bien aussi de rendre hommage, surtout sur ces choses-là. Donc voilà. Ensuite, sans transition, on va parler de trafic internet français. J'ai eu une petite news qui m'avait intéressé, qui était en début de mois, donc pile poil limite. Ok, pas de souci ma chère Morgui, bonne soirée à toi. Salut. Salut. On nous a annoncé que le groupe Amazon, Google, Facebook et Amazon, à eux seuls, représentent 51% du trafic internet en France. Ah ouais. En fait, comme chaque année, l'ARCEP publie ce rapport-là, et donc il montre que, alors je vais vous le montrer en plus grand. Tac, décomposition. Voilà. Décomposition selon l'origine du trafic vers les clients des principaux FAI. 51% c'est Netflix, Google, il y a Akamal, je sais pas ce que c'est, Facebook et Amazon. Ensuite, vous avez Twitch, Canal+, qui est connu, OVH, Apple, Microsoft, Valve. Donc t'es là, tu te dis 51% pour Netflix, Google, Akamal, je sais pas du tout ce que c'est. Akamai, c'est un CDN un peu comme Cloudflare et tout ça. Ok. Qui distribue, voilà. Ok, donc ce qui est logique. Facebook et Amazon, donc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans Amazon, t'as les Amazon Web Services et Amazon tout court, mais tu n'as pas Twitch. C'est à côté Twitch, qui est à moins entre 0 et 5%. Donc t'es là, tu te dis, pas déconnant. C'est ce qu'il faut se dire. C'est après, d'un côté, j'ai envie de dire, on est dans le groupe des GAFAM, donc tu te dis normal. Ouais. Donc voilà, donc tu te dis normal. Netflix, on va pas faire tortiller du cul entre guillemets, hein. Mais dans le top 20, c'est ce que je disais, Twitch, Canal+, OVH, Apple, Microsoft. Et donc Akamai, tu me disais, ouais, c'est une société américaine qui diffuse les contenus multimédia pour les médias comme TF1, France Télévisions et surtout Disney+. Pas sûr, il n'y a pas que ça, ils en ont plein. Apple bosse avec eux, il y en a plein. En fait, Akamai, c'est plein de serveurs dans le monde pour optimiser la diffusion. Et c'est des leaders pendant des années, en tout cas sur Internet, avant que Cloudflare notamment apparaisse, ou les sociétés de ce style-là qu'on appelle des CDN, des Content Delivery Network, et qui diffusent notamment donc des images, des photos, des vidéos, des pages web, etc., au plus proche du client final qui se connecte. Ok, oui, c'est pour éviter les engorgements et ainsi de suite, de toute façon. Exactement, c'est pour optimiser les débits. Et la réactivité, et ainsi de suite. T'as tout compris. Ok. Donc ouais, c'est ce qu'il disait, c'est que voilà. Et pour les paliers, voilà. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARCEP annonce dans cette chose-là que les débits 5G et haut débit augmentent sensiblement depuis plusieurs années. C'est-à-dire que en 5 ans, les moyennes de débit sont passées de 6 mégabits seconde à 47 mégabits seconde dans les zones rurales. Et dans les zones plus denses, de 30 mégabits à 95 mégabits. Donc tu te dis, les débits, on est quand même plutôt bon en France, même si on n'est pas dans le top 10, mais franchement, on est plutôt bon avec sur les débits, et surtout, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est lié au prix, on est plutôt très bon. Si on fait un rapport prix-débit, on est quand même très très bon par rapport aux gens qui sont dans dans les autres pays, hein, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Comparé à notre cher Morgui, il y a pas très loin, mais
on a des prix plutôt très très bons. On va pas se mentir, on est vraiment bien lotis en France. Hein. Honnêtement, au niveau débit internet et tout ça, alors ça risque de changer dans les années à venir, mais pour l'instant, en tout cas, on a une des meilleures connexions au niveau mondial, je pense. Hein. En termes de débit, en rapport qualité-prix, etc. C'est ça. Allez, on va changer de sujet, on va passer sur du rétro. On a eu une petite annonce de chez MO5. On nous a annoncé qu'il y avait un truc énorme qui vient de sortir. C'est que il y a un grand collectionneur qui vient de mettre en ligne l'intégralité des manuels anglais de Super Nintendo. De tous les jeux ? De tous les jeux Super Nintendo en Angleterre. Sacrée base de données, hein. Donc là, tu te dis, ça, j'allais pas dire ça casse des briques, mais surtout, tu te dis, le mec est plutôt bon. Bah, en tout cas, il s'est fait chier à tout scanner, à tout reprendre. C'est ça. Après, c'était déjà arrivé pour d'autres plateformes, type les jeux d'arcade et autres, mais la Super Nintendo... Il n'y en a pas autant dans les jeux d'arcade. Hein. Et donc, ils annoncent, le MO5, l'association MO5 avait annoncé que la personne qui vient de mettre tout ça a eu une vie très variée dans l'informatique, machin, et ainsi de suite. Et ce trentenaire anime depuis 8 ans une chaîne Twitch qui essaie de finir tous les jeux Super Nintendo. Et surtout, en fait, il s'est rendu compte, c'est que dans sa recherche de essayer de finir tous les jeux, c'était très difficile de trouver de la documentation sur Internet. Donc, il s'est mis à rechercher tout ça depuis 2018. Ouais. Et il s'est mis à archiver depuis 2018 tous les manuels et de tous les scanner. Et un petit moment chiffre, entre guillemets, pour toi. Hein. En septembre 2020, il avait réuni environ 600 manuels et il lui en restait une centaine. Ah bah dis donc. Et donc, il faisait des appels aux dons et ainsi de suite pour ce qui lui manquait. Et donc, il a annoncé vendredi 5 juillet, si mes souvenirs sont bons. Vendredi 1er juillet, qu'il mettait toute sa collecte de données numérisées à la communauté, à tout le monde. Donc là, tu te dis, voilà. Et comme quand il dit par anglais, il faut comprendre que ce sont pas tous les manuels américains. Il a reçu des versions PAL, mais aussi des versions australiennes de livrets. Donc, il est quand même ouvert, mais malheureusement, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a encore une multichier de manuels à encore trouver, même s'il appelle. Plein de déclinaisons en plus. C'est ça. Par région, en fait, il veut faire version. Il veut faire tous les PAL CKM et ainsi de suite, mais aussi les NTSC et ainsi de suite. Donc là, tu te dis. Chaque manuel a aussi des déclinaisons. Moi, je vois. Les Benelux et ainsi de suite, toi. Au-delà du Benelux, c'est qu'il y a des versions des éléments qui ont été recorrigés dans le temps. C'est-à-dire que tu vas avoir un fichier FAH version 1, France Inde-Hollande, ça veut dire FAH ou France Allemagne-Hollande. Et après, tu vas avoir des nouvelles versions parce que pas pensé, des erreurs et tout. Et du coup, t'imagines s'il veut partir faire la chasse de toutes les collègues, tous les manuels, il y en a littéralement des centaines de milliers en fait. Je pense qu'il y a encore pendant des années et des années. C'est pour ça que après c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est que c'est un grand passionné et surtout moi ce que je lui souhaite, c'est vu qu'il fait partie d'une chaîne Twitch et qui diffuse, le mieux à faire pour lui, c'est qu'il fasse de petit à petit des appels comme il le fait sur sa chaîne Twitch et autres. Pour récupérer. Typiquement, regarde, tu vois, il y a un Canadien, je ne sais plus son nom, qui fait collectionner, c'est sérieux. Oui. Qui a énormément de trucs et lui, il explique dans ses vidéos qu'il aime bien avoir toutes les versions d'un même jeu, etc. quand elles existent. C'est ça. Et il a une collecte, déjà une sacrée collecte, mais il les a pas toujours avec les manuels en plus. Mais ouais, c'est surtout, c'est ce qu'il faut se dire. Malheureusement,
heureusement ou malheureusement, les manuels, c'est pas ce qu'on garde le plus, on garde la cartouche. Donc, déjà, imaginez. Je suis pas sûr que Nintendo et tous les manuels. Je suis même pas sûr. Parce que, et encore, après, faut espérer qu'il y ait encore des jeux en édition mint, c'est-à-dire pas encore ouverts. Là, tu peux peut-être récupérer. Mais si tu ouvres la boîte, tu perds en valeur, entre guillemets, le truc. Les mettre à disposition, c'est pas la collection qui l'intéresse. C'est ça. Donc tu te dis, pour le bien commun, est-ce que ça serait quand même bien de le faire? Oui. Malheureusement. Oui, complètement, ouais. Voilà. C'est ça qui est dommage, c'est que tu te dis, c'est un travail monumental, mais malheureusement, on ne l'aura jamais. Enfin, je pense qu'on n'aura jamais vraiment tout. Le plus gros qu'on aura, ce sera déjà mieux, tu vois. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est comme ça. Mais d'un point de vue perfectionniste, si on veut te dire, tu peux te dire, bah, tu n'y arriveras jamais. Ouais, faut pas être négatif. C'est le point perfectionniste S'il arrive à avoir 80% du truc. C'est déjà très très bien. De toute façon, il aura toujours pas les jeux totalement what the fuck qui ont été vendus à 10 exemplaires ou autre. C'est ça, et t'as tous ceux qui ont été enterrés dans le désert. Et c'est ça. Qui ont été... Donc on les connaît, les stories. Tout à fait. Allez. Sans transition, on va passer sur l'avant-dernière déjà news. On va partir sur la news écologique. C'est la Suisse va taxer les voitures électriques. Donc Morgui, un avis. alors, elle est pas déjà partie malheureusement, sinon on en aurait parlé. En fait, la Suisse, vu que ils voient le marché des voitures électriques monter, ils ont trouvé une solution pour compenser les pertes liées à la transition vers des moteurs thermiques aux moteurs zéro émission. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des pays qui sont à côté qui sont plutôt intéressés. Traduction, la France, par exemple. Ouais, mais la France, elle a voulu forcer les gens à passer en électrique avec des subventions et tout ça. C'est ça. Pour, une fois qu'ils l'ont fait, maintenant, se dire, maintenant, c'est tout, quoi. Moi, je vois à Paris, c'est tout bénéf pour un francilien d'avoir une voiture électrique parce que tu ne payes pas le stationnement en voie publique. Parce que mais c'est ça. Et ça, c'est un vrai plus. Si demain je devais changer de caisse, je prendrais une hybride ou une électrique juste pour ça, parce que le prix d'un stationnement à Paris, ça coûte quand même un rein. C'est ça. Et surtout, est-ce que toi, en tant que Parisien, moi je suis plus provincial, donc j'ai pas cette problématique-là, enfin, pas la problématique-là, mais est-ce que tu en as un réel besoin avec tout ce que tu as comme RER, métro et ainsi de suite? Tu veux dire, est-ce que j'ai besoin d'un véhicule? Ouais. Sérieusement. Alors, je peux répondre d'une façon franche et définitive. Ça me sert à rien. J'ai un véhicule en ce moment-là, j'ai bien un véhicule qui dort dans un parking depuis 2 ans. J'ai pas besoin, je fais tout à pied ou en transport en commun parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus écologique, parce que derrière tu n'as pas de bouchon, de prise de tête, de machin, etc. Parce que voilà. Et une voiture à Paris, c'est une connerie. Voilà. C'est vrai. Après, moi, je suis malheureusement pas dans ce cas-là, vu étant plus provincial. Il me faut une voiture pour aller au boulot, hein. Clairement. Après, là, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'ai un trajet de 20 minutes à tout péter en ce moment, entre 20 et 30 minutes à tout péter. Hein. Aller et autant de retour. Si je prenais le transport en commun, il me faudrait environ 1h30 pour aller jusqu'à mon travail. Parce que faudrait que je prenne un bus. Enfin, faudrait que je prenne une sorte de... ils appellent ça des résabus. C'est des trucs électriques qui t'emmènent d'un point à des emplacements où il y a très peu de monde qui font la demande. Ouais. Qui t'emmènent... tu prends rendez-vous? Oui, je prends rendez-vous, je dois monter dans leur truc et ainsi de suite. Ça m'emmène à un tram, je prends le tram, je vais jusqu'au centre-ville d'Orléans, je prends un deuxième tram pour remonter dans le Nord-Orléans,
et après trajet vers mon taf avec un bus supplémentaire. Ça ferait en fait, 4 trucs, c'est un truc incommensurable, alors que en bagnole, c'est 20 minutes. Point. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, il y a des régions où malheureusement, c'est très très mal desservi. Et que pour faire un trajet de 400 km, eh ben, finalement, tu passes un temps infini dans les correspondances, les machins, patati patata. Tu as moins d'autonomie parce que c'est des horaires fixes et t'imagines, tu rates le dernier bus, eh ben, pour rentrer, tu es dans la merde. Enfin, tu vois, et du coup, ça, effectivement, dans ce cas-là, le véhicule est obligatoire. Moi, à Paris, j'ai des métros, je vais quasiment 2h du mat en week-end. En semaine, c'est à 1h du mat. Il y a des 25 lignes, il y a une ligne qui est fermée, t'en prends une autre, tu fais une correspondance où tu marches un peu et tu chopes un autre métro. Tu vois, si c'est pas les métros, c'est les bus, si c'est pas les bus, c'est les trams. Et même au-delà de ça, tu veux aller plus loin, tu prends un Uber. Tu peux, voilà, on a l'embarras du choix. Et du coup, une voiture à Paris, c'est des frais pour rien. Je dis, moi, ma caisse, ça fait 2 ans qu'elle est dans un parking. Il faut un jour que je me motive pour aller la récupérer. Parce que voilà, je vais la vendre. Mais tu sais ce qu'on pourrait faire, c'est que si je viens sur Paris, on y va tous les deux. Bon, à l'occasion, oui, bien sûr. Non, mais j'ai tous mes potes à qui je raconte cette histoire me disent, mais vas-y, mec, viens, on y va, tranquille. Mais le sujet, c'est que le parking aujourd'hui me coûte 0. Si je la sors de là, je la stationne en voirie et je paye. Donc pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'elle est au parking, elle est bien là où elle est et que je m'en sers pas. Et puis même, enfin, je veux dire, même si j'avais ma voiture à proximité, je vais pas faire des kilomètres en voiture alors que je peux les faire en train. C'est ça. Si je dois aller à Bordeaux, à Lyon, peu importe, j'ai 2 heures ou 3 heures de train versus 5-6 heures en voiture où j'arrive fatigué, pas bien, tout ça, tu vois. Donc en vrai, c'est ça. La voiture pour moi, elle me sert en vrai. Il y a qu'un usage, c'est en vacances. Quand je suis en vacances, j'aime bien avoir une petite caisse, tu vois, tu pars un mois quelque part, t'as une petite voiture pour te déplacer, aller faire tes courses, aller faire machin, et tu vois. Et pas te faire chier avec le métro, les transports en commun. Et encore, même ça, enfin, je suis allé dans des grosses villes à travers le monde, clairement, moi j'étais team métro, quoi. Tu vois, il y a quelques cas de figure où j'ai fait des road trips où il fallait que je prenne une voiture, mais dans l'absolu... C'est ça. Donc voilà. Paradoxalement, j'adore conduire. Il faut que je te prenne pour... tu nous transites. Parce que moi, je commence à t'avoir marre de la voiture. Ouais, tu vois, moi, je conduis peu, en fait. Bah, c'est ça, c'est que moi, je conduis tous les jours. Un petit peu tous les jours, donc... c'est ça. Les grands trajets... Ouais, mais conduire tous les jours, moi, ça me ferait chier. Ça me ferait chier d'aller au boulot en voiture, par exemple, parce que les bouchons, le machin, le connard qui te double par la droite... Et moi, j'ai une patience très limitée, je mets insulter tout le monde et j'arrive au boulot, je suis énervé alors que la journée n'a pas commencé. C'est ça. Et donc, ce qu'il faut, donc on va revenir sur la Suisse et les voitures électriques. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil fédéral suisse est en train de se dire que ils vont faire une sorte de taxe. Ça sera pour les voitures électriques, c'est plus tu roules, plus tu devras payer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des indices kilométriques à ce niveau-là, et donc ça va être des impôts comme ça, de cette façon-là, où ils vont demander des vignettes et ainsi de suite. Donc t'es là, tu te dis, on avait perdu la vignette, sauf sur Paris, avec la critiquaire, Critère, mais pas que sur Paris, hein. Il y a d'autres villes qui l'ont aussi. Ouais, il commence à s'exporter, mais au tout début c'était que sur Paris. Non, là actuellement elle est sur plein de... Non, là maintenant à l'heure où on parle, il y a une dizaine de villes. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Grenoble, Lyon, il y en a quelques fois, il y en a plein. Oui, mais la région parisienne a été test. Je crois que c'est nous, mais parce que nous on a quelqu'un qui s'appelle Anne Hidalgo, et comme dirait un très célèbre philosophe, Anne, je te déteste, Anne, je veux que tu partes. Voilà, vous savez qui je suis en train d'imiter. Et c'est elle qui nous tente des trucs. Elle a détruit Paris, elle a fermé des voies, etc. Il y a des bouchons partout à cause d'elle parce que madame aime bien les vélos et qu'elle a un chauffeur qui a un gyrophare. Et j'ai pas peur de le dire. Maintenant, on a des vignettes pour les véhicules anciens, etc. Et le vrai gros problème, et là je milite contre ça parce que c'est ça qui me rend le plus fou, c'est qu'elle va taxer les personnes qui ont le moins d'argent. Une personne qui a une vignette critère 5, c'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'elle a pas les moyens de prendre une voiture plus récente. Et c'est elle, on va lui dire, tu vas pas travailler avec ta voiture. Et du coup, tu travailles pas, moins d'argent, et c'est, tu vois. Ouais, c'est pas un cercle vertueux, malheureusement. Ah ben non, pas du tout, tu vois. Et c'est pour ça qu'on teste plein de choses. Enfin voilà.
Voilà. Oui, je suis salé. Ah oui, je te sens bien remonté comme une... Non, mais c'est con. Enfin, c'est toutes les inégalités comme ça, en fait. C'est pas la seule, hein, C'est et c'est pas le malheureux, seul hein. truc. Mais c'est malheureux. C'est tous ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat, qui triment le plus, en fait. Bah, c'est ça. Qui dégustent. Et voilà. Et la vignette critère. Alors, je comprends l'écologie. Et effectivement, elle a raison. Hein. Faut sauver la planète. Et là-dessus, je peux pas lui enlever ça. C'est ça. Mais je suis pas sûr que ce soit le seul argument déjà. Et deuxièmement, il y a un autre truc, c'est que quand tu fais ce genre de choses, propose une alternative à ces personnes-là. Tout à fait. Ah là, oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Toufik. Tu vois, faut sauver la planète, mais autant la personne qui a une voiture de collection, qui est critère 5 parce que c'est une voiture de 1900 machin et qui est tout ça. Ouais, ok, toi, t'as les moyens de te payer. Oui, voilà, tout tu ça. te dis, ok, d'accord. Là, ça Mais passe. le travailleur qui se lève à 5h du mat pour aller dans Paris, qui prend sa voiture, qui déjà tient pas la route, elle est fatiguée, tout ça et tout, qui a un critère 5, et qui te dit je dois m'arrêter en périphérie de Paris pour prendre plus un RER, donc tu prends un abonnement au métro, plus l'essence, plus tout ça, tu n'es pas en train de l'aider en fait. Bah, c'est ça. Moi, ayant eu un passé de pendulaire, hein, comme on appelle ça. Et salut Nepka, comment vas-tu? Salut Nepka. On est avec Toufik, mon cher Nepka, hein, mais c'est ce que je disais. Moi, pas venir en vocal si tu veux, Nepka. Et si tu veux, tu peux venir. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je disais, c'est que moi, j'ai été pendulaire, c'est-à-dire que je faisais Orléans-Paris, Paris-Orléans, tous les jours. J'avais un revenu qui était dans les 1600 €, si mes souvenirs sont bons à l'époque. Ouais, à peu près, voire un petit peu plus. Enfin bref. Je devais faire. Je m'étais fait un abonnement ici sur Orléans pour aller jusqu'à la gare. Ouais. L'abonnement SNCF. Plus l'abonnement Navigo. T'imagines, sur le pouvoir d'achat, combien ça coûte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était environ 500 € l'abonnement SNCF, plus le pass Navigo, zone 1-2, mais voilà. Et l'abonnement qui était autour de 50 € pour Orléans. Donc, imagine la thune que j'ai claquée, surtout que, étant fonctionnaire, même à l'époque, on avait la meilleure enfilade du monde pour tout ce qui était frais de transport en commun. Sauf que ça, moi, je l'ai pas su. Je l'ai su qu'au bout d'un moment. Et bon, je me suis dit, tant pis, j'avais pas encore d'enfant. Je me suis dit, bon, allez, je vais mettre de côté, machin, truc, tout ça. C'était que l'institution où j'étais, dans l'hôpital où j'étais, ils nous remboursaient la moitié de ton ticket Navigo zone 1.5. De l'abonnement Navigo zone 1.5. Oui, mais c'est rien par rapport aux 500 Voilà. balles de train et tout le reste. C'est exactement ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'effectivement qu'on te donne 50% parce que ils sont soumis aux mêmes règles que les employés du secteur privé, est-ce que c'est 50% de l'ensemble ou c'est 50% de genre C'était 50% de la zone 1.5. Donc imagine le grand moment de la grosse enfilade. Hein, c'est beau, c'est que chaque matin que tu te lèves pour aller travailler, tu fais ça. Et après, on a eu un truc que je remercierai jamais assez la région centre à ce niveau-là, Centre Val de Loire. Ils proposaient, c'était, tu leur donnes tes frais pas tes frais kilométriques, mais les frais que tu as. Ouais. Et ils te ramènent les frais de SNCF principalement. Et en fait, ils te donnaient la différence. Tu leur donnais toutes les factures que tu avais. Tu leur envoyais et ils te faisaient un virement pour que, après coup, après remboursement, ça te faisait entre 50 et 60 € par mois. Donc, pour l'abonnement SNCF. Donc, ils prenaient en charge une partie de l'abonnement SNCF, mais a posteriori. A posteriori. Donc, il fallait avancer 3 mois, c'est-à-dire tu claquais 1500 €. Il faut savoir, hein. 1500 €. Et ils te remboursaient 900 € environ à peu près. Donc, entre 900 et 1000 €. De déserts médicaux et de problèmes comme ça. C'est ça. On envoie les gens au casse-pipe dans des régions de la France où il n'y a rien, mais par contre, alors où il n'y a rien, non, il n'y a pas rien, où il y a des besoins les plus forts, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de solution pour ça, mais en parallèle, on ne te traite pas correctement parce que ça te coûte du fric de ta poche. Mais on pourrait sortir des exemples sur plein d'autres sujets, tu vois, c'est pas uniquement ce milieu-là, mais c'est triste.
Mais ouais. Après, tu te dis, ça a permis à la région centre, style Orléans, Blois et ainsi de suite, Tours par exemple, d'être plus attractif pour les Parisiens, vu qu'on a 1 heure de Paris. Oui. 1 heure et demie. Donc l'immobilier remonte un petit peu, les impôts montent un petit peu parce que t'as des Parisiens qui viennent. Et c'est un truc que moi je milite en tant que parent d'élève, que c'est un petit peu mal pris par la mairie. Et bon bref, ils me disent oh non quand même monsieur, bref, monsieur SP machin truc, bref. Oui, parce que je vais pas dire mon nom, mais ouais. Il t'appelle Monsieur SP à la mairie. Monsieur SP, hey. Mr. SP, vous vous rendez pas compte. Moi, je leur avais dit, mais entre quand il y a eu le confinement, les premiers confinements, il y a eu un boom de l'immobilier de toutes les villes qui sont à 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 de Paris. Enfin, tu peux me préciser. À 1h30, même en train, c'est-à-dire que... Et en train. C'est-à-dire que tu vois, Orléans, Bordeaux, c'est le meilleur exemple. Orléans, Bordeaux. Ouais. Lyon, je suis pas sûr. Tours, qui a 1 heure, 1 heure et demie. Je crois pas. Lyon, ils ont déjà non, ouais, c'est un petit peu plus. Après, tous ces coins-là, 1 heure, 1 heure et demie, Tableau aussi, tous ces coins-là. Oui. Il y a plein de gens qui viennent, qui achètent des maisons. Et moi, c'est ce que je milite, entre guillemets, je dis je suis un ancien pendulaire en plus, donc faut arrêter de me foutre de la gueule du monde, mais les gens se disent, attendez, on a 1 heure, 1 heure et demie de trajet. T'as la campagne, la forêt, t'as un jardin, le prix de l'immobilier est bien moins cher, que demande le peuple. Surtout maintenant, avec le télétravail, et surtout télétravail. Etc. Tu vois, je t'avouerais que moi, ça m'a traversé l'esprit à un moment donné de quitter Paris pour aller bosser dans une ville à 1 heure ou 2 de Paris, où derrière... bien sur Orléans. Tu sais, nos copains de Bordeaux m'ont dit la même chose. Hein. Bah c'est ça. Moi, j'ai moins de choses qu'à Bordeaux, malheureusement. Non, mais c'est-à-dire que chaque personne que je croise et qui comprend à un moment donné que moi, je peux travailler n'importe où, me dit, tu devrais partir et profiter de... le trajet est humide. Hein. Moi, c'est plutôt humide, hein, mais bon. Ouais, mais c'est pas une question d'humidité, c'est que moi je suis un geek, faut pas oublier que moi j'ai une fibre, une gaming room, ça me va. Hein. Bah, moi, regarde. Gaming room. Oui, bien sûr, voilà. Mais je sais très bien. J'ai une maison avec la fibre et et je fais partie de l'agglomération. C'est une des villes où l'ancien maire avait milité et il se faisait défoncer par les petits vieux pour avoir de l'ADSL récent et la fibre décente. Il avait donné de la tunasse au FAI pour qu'on ait à l'époque avant la fibre, il avait vu avec Free et SFR pour avoir c'était des NDI fantômes, je sais pas si tu connais. En fait, c'est les centrales téléphoniques. En fait, quand tu avais la DSL, plus tu étais près du central téléphonique, plus tu avais un bon débit. C'est ça. Et le seul souci, c'est qu'à l'époque, là où j'habite actuellement, en fait, le central téléphonique était dans la ville à côté. Ah. Donc, petit moment de blague, c'est que quand tu étais plus près de cette ville, tu faisais un bon débit. Tu pouvais avoir le triple play. Plus tu t'éloignais, venez geeker à Orléans. C'est ça, hein, oui. Et plus tu t'éloignais de la ville, plus tu avais un débit de merde. Moi, j'étais dans un appartement à l'époque. J'étais à 2 km, je crois. J'avais 3-4 mégas tout pété en ADSL. Oh purée, c'est horrible. Et je connaissais des gens qui étaient de l'autre côté de la ville. Pardon. Qui était limite près du périph'. De l'autre côté de la ville, ils étaient un débit ADSL proche du 56K. Oh purée. Ah oui, ça c'est... Oui, voilà, les DSLAM, c'était des... DSLAM, oui, les DSLAM. C'est pas les NDI. Oui, excuse-moi, c'est autre chose, NDI, bref. Oui, c'est pour ça que je comprenais pas NDI, c'est des vidéos. Mais oui. Pourquoi je parlais de NDI? Bref, mais on s'est compris. On s'est compris. Et le truc, en fait, c'est le maire a financé avec les impôts
pour qu'on ait des centrales fantômes. En fait, il tirait de la fibre du central jusque dans les quartiers où ils avaient pas de débit. Et donc, quand je suis arrivé là où j'ai fait construire, le petit central téléphonique, il est au rond-point qui est à... Juste à côté. Il est à 30 mètres. Donc, en fait, j'avais un débit totalement pété. Ouais. J'avais du 80 mégabits. En ADSL. En ADSL. Bon, ok. Le seul souci, c'est je suis allé voir le maître. Je dis, il paraît que vous mettez la fibre. Il me dit oui, c'est vrai. Vous savez quand est-ce que vous allez mettre dans ce quartier-là? Il me dit monsieur SP. Vous avez un débit très bon, vu que le central est juste à côté de chez vous. Vous n'êtes pas prioritaire. Et là, tada. Donc je l'ai eu qu'il y a que 2-3 ans maintenant. Enfin, juste avant le confinement. Mais après, en vrai, quand t'as vraiment un bon débit ADSL, on n'a pas besoin en fait. T'as pas besoin d'aller plus loin, d'avoir plus que ça, tu vois. Et c'est ça. Mais voilà, tu te dis. Mais voilà. Donc on a un petit peu dévié, mais voilà, en parlant de paris, etc., de tech. Ce qu'il faut savoir, nous là on est allé très très loin. Chose qu'on fait souvent avec Toufik quand on papote hors stream. Ah bah là c'est ça. Ça c'est voilà. Là on est dans un. On va se dire que de toute façon la Suisse, elle a totalement entre guillemets raison pour faire la transition, mais ça risque de grincer des dents pour les anciens acquéreurs de voitures électriques. C'est ce qu'il faut se dire. Bah ça c'est sûr que là, carrément, ouais. Ça pique. Ça va piquer. Donc, cette transition, on va prendre de la news très fraîche, comme HelloFresh. Voilà. HelloFresh, d'ailleurs, c'est quoi HelloFresh? HelloFresh, kit de livraison, recettes et ainsi de suite, tout ça, 80€ jusqu'à 80€ d'offert pour les 3 premiers livraisons avec le code qui est juste ici et dans la chatroom l'adresse et HelloFresh. Tac. Oui, il y a une commande pour l'exclamation HelloFresh. Pour l'exclamation HelloFresh. Tac. Voilà. Donc, dernière news très chaude, c'est que pour ceux qui aiment tout ce qui est l'astronomie et pas l'astrologie, l'astronomie, on vient de nous annoncer que le télescope spatial James Webb a enfin envoyé sa première image à la NASA. Alors, qu'est-ce que c'est que déjà le télescope James Webb? Alors, le télescope spatial James Webb, c'est un télescope électronique qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui a été envoyé il y a plusieurs années déjà. Non, pas plusieurs années, plusieurs mois. J'aurais dit un an, moi. Ouais, mais c'est pas plusieurs années. Enfin, bref. Et petite chose importante, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va en parler un petit peu après, parce que je voulais en parler, mais sinon on va faire du live qui va durer 300 000 ans. Mais quand on dit que le télescope spatial se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre, c'est qu'il y a un réel intérêt. On va en parler après. Là, je vais vous montrer une photo. Ah punaise, je peux pas cacher la poube. Hop. Voilà une des premières photos qu'on a eues. C'est un amas de galaxies à une qualité mais totalement pété en je crois que ça marche en gigapixels, si mes souvenirs sont bons. Oui, sûrement, oui. Et surtout, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est un logiciel qui a récupéré la photo et on peut zoomer jusque là. Alors que on est juste à côté, on peut faire des zooms mais totalement pétés pour voir vraiment bien. Et ça, c'est magnifique. Tu te dis, on fait quelque chose de totalement de ouf.
surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la captation, on a capté les images infrarouges pour voir tout ce qui est univers lointain. Donc c'est ça qui est totalement génial avec ça. Ouais. Et le télescope Hubble, même s'il était très bien, avec celui-là, on a des photos totalement bien plus nettes qu'avant. Et en fait, déjà, le Hubble, il est moins loin, hein. Il est pas un vrai. Voilà. Il est beaucoup proche que ça. En fait, James Webb a été envoyé effectivement. Je suis pas sûr que ça compte en année. On peut le vérifier, mais il a été envoyé assez récemment. Les premières photos en fait sont arrivées hier et pas aujourd'hui. La Maison Blanche a pris le dessus par rapport à ça et a fait une communication en bypassant les scientifiques et la NASA. Je trouve ça dégueulasse parce que qui bossent réellement ne sont pas primeurs de ce genre d'éléments. Et ça parce que évidemment l'État américain subventionne ce genre de recherche et ils ont voulu faire un coup d'éclat pour montrer à nouveau la suprématie des États-Unis sur tout ça et on enlève la primaire à des scientifiques et ça je trouve ça vraiment horrible. Donc ça c'est un petit aparté personnel. Petite info. Le télescope a été envoyé le 25 décembre 2021. Donc là, on est vraiment là. Très récent, ça fait 6 mois. Je me souviens d'avoir vu. Et petite info supplémentaire, il a été envoyé par une fusée Ariane 5, Cocorico. Ariane 5 en Guyane, donc Cocorico. Ouais. Ah, Sonny Lucifer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oula, la personne est dans un tunnel. Non. Il est plutôt... Je suis pas dans un tunnel. Allô. Bonsoir Sonny Lucifer, m'entendez-vous correctement? Et donc voilà, donc c'était vraiment et surtout on va parler ensuite. Donc déjà petit truc qui est malheureux comme tu le dis, c'est que les États-Unis ont un petit peu montré leur bollocks en disant oui c'est nous qui avons fait que. Mais surtout ce qu'il faut savoir c'est que 1,5 million de kilomètres de la Terre, ça a un réel intérêt au niveau spatial. On s'explique. Là, on va partir dans les cours de physique. Donc si vous n'aimez pas la physique, si vous n'aimez pas la physique, vous allez être un petit peu en mode ce qu'il faut savoir, c'est que en physique, avec les corps célestes et ainsi de suite, on a des endroits où entre deux corps célestes, type la Lune, la Terre, la Lune, le Soleil, la Terre, le Soleil et ainsi de suite, en fait, on a des points où la force d'attraction de chaque corps céleste s'annule. On appelle ça le point de Lagrange. Le point de Lagrange. Voilà, c'est ça, mon cher Toufik. Ce qu'il faut savoir, c'est que le point de Lagrange pour le télescope James Webb, c'est 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui correspond au point de Lagrange avec si mes souvenirs sont bons, avec le Soleil. Et donc, en fait, c'est que le télescope en lui-même n'a pas, entre guillemets, est dans une zone de gravité qui s'annule, et donc en fait on n'a pas besoin de donner beaucoup d'énergie pour qu'elle reste dans cette trajectoire, dans cette orbite là. Et c'est ça qui est le truc magnifique dans ce truc là, c'est que le point de Lagrange ce point de Lagrange là permet déjà d'avoir un endroit fixe plus ou moins, hein, mais on peut le laisser des années et des années sans qu'il se retombe sur notre gueule, potentiellement. Vu que le point de Lagrange nous permet de... Parce qu'il est plus dans l'axe de la Terre, mais effectivement, en tout cas, il n'y a plus besoin de lui donner de l'énergie pour le faire maintenir. C'est ça. Donc, il faut juste donner l'énergie initiale pour qu'il prenne l'orbite au niveau du point de Lagrange, et après, c'est bon. Il faut juste faire des calculs et ainsi de suite. Il a lancé en décembre et il a été exploité que récemment. C'est ça. Pour avoir pris une photo. C'est ça, c'est qu'il y avait le point. Enfin, fallait qu'il arrive au point de Lagrange et qu'il se déplie aussi en même temps. Donc il y avait toute une chose. Et surtout, ce qu'il faut savoir, donc
là, c'est la première image qu'on vient de recevoir. Donc, il y a un temps de latence entre là où le télescope récupère la photo et qui nous l'envoie chez nous. Ouais, fait, vu que tu es à 1 million de kilomètres là, 1,5 million, je crois, du coup, tu as, je crois, 8, 10, 12 minutes, je sais plus exactement combien de temps voilà, c'était... sur le temps de radiofréquence, en fait, pour que la donnée arrive jusqu'à la Terre. Donc, alors attendez, je vais vous le trouver. J'ai dans le Wikipédia, je crois ils en parlent à un moment. Mais voilà, mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que pouvoir de résolution, non. Bref, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que à ce niveau-là, là, on est dans le truc génial de ce télescope, c'est que on est loin, mais ça va nous permettre, vu qu'on est très loin de la Terre et ainsi de suite, tout ce qui est corps lumineux et ainsi de suite, on va avoir moins de déperdition. C'est vrai. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que l'image qu'on reçoit, c'est une image du passé. C'est ça. Et c'est plus tu vois loin, plus tu vois le passé de l'univers aussi. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça, et c'est aussi l'intérêt d'avoir des caméras infrarouges qui voient dans l'infiniment loin de l'univers. C'est à ce niveau-là. Et moi, ce que je voulais aussi vous parler à ce niveau-là, c'est que James Webb, ok, pas de souci, mais il y a aussi d'autres informations à ce niveau-là. C'est que il y a des gens qui ont... On va parler du point de Lagrange. Hein. Alors Mada, pourquoi attends, juste on va répondre à 2 questions de Mada qui sont bien intéressantes. Salut Mada au passage. Ouais, salut Mada. Alors, il envoie des images sur Internet, oui. En fait, c'est le principe de la télévision. Quand tu regardais la télé en hertzien avec une antenne, ça marche exactement de la même façon. Tu envoies une image sans Internet. Donc, c'est une première chose. Et c'est pour ça que ça met du temps, parce que c'est des radiofréquences qui se passent dans le vide spatial, et ensuite, ça arrive sur Terre. Et on les capte avec des antennes, genre des antennes paraboliques immenses. Et donc, c'est comme ça que les données transitent entre ce genre d'équipement et la Terre. Première question. Et pourquoi on voit dans le passé ? Parce que ça, c'est aussi une question qui est un peu chelou, parce qu'effectivement, on voit dans le passé de l'univers, parce que l'univers est en expansion permanente, donc il s'étire. C'est ça. Et les parties qui étaient là initialement dans le au moment du Big Bang. Au moment du Big Bang, par exemple, a été étendu, l'univers s'est agrandi et ils sont partis plus loin. Donc du coup, pour les voir, tu vois loin. Et avec en plus de ça, quand tu vois le temps que met l'information à arriver, etc. Quand tu regardes une étoile dans le ciel, par exemple, entre le moment où l'image arrive dans ton œil et ce qui se passe sur place, il s'est passé X minutes ou X dizaines de minutes. Années. Ou X années même, tu vois, parfois. Et du coup, ce que tu vois, ce que ton œil voit en fait, c'est une image qui n'est pas à jour. Parce qu'il y a un délai de la transmission de informations lumineuses. Donc tout ça fait que... C'est lié à la vitesse de la lumière. Et c'est lié à la vitesse de la lumière. D'où pourquoi on dit que quand on est à très loin, très loin, en fait, l'image qu'on voit, ça peut être une explosion d'une étoile, mais elle a explosé il y a des années-lumière. Donc si on avait des moteurs assez puissants... Les années-lumière, c'est différent. Les années-lumière, c'est une distance. Non mais... Et en fait, c'est Enfin, comment expliquer ça ? C'est que le temps que l'image arrive, ça fait des années et des années que ça a été... Que ça s'est passé. Que ça s'est passé. Simplement, c'est ça. En fait, c'est comme s'il y avait un lag de X dizaines d'années. En fait. C'est ça. C'est qu'en fait, il se passe un truc à l'instant I. Toi, quand tu as l'information dans ton œil, parce que tant que la lumière arrive chez toi, la chose que tu as vue a bougé, a changé de place, a changé d'endroit, a explosé, a disparu. Mais il s'est passé d'autres choses. Et donc là, vu que c'est tellement loin, que le temps que ça arrive jusqu'à nous, ça peut être fait il y a des années, des dizaines d'années, voire plus. Tout dépend de là où ça vient. Donc c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on disait que c'est des images du passé. Point de Lagrange. Moi, le truc qui m'avait intéressé, mais ça c'était à l'époque de quand je lisais Gumn et Gumn Last Order.
Bref, ça c'est un manga de cyberpunk et de SF qui est très bien. Si ça vous dit, lisez-le. C'est c'est un truc de baston avec de la SF. Ça peut être intéressant. Et le mangaka avait parlé de tout ce qui était point de Lagrange et ainsi de suite. Et il avait expliqué fondamentalement ce que c'était. Il expliquait que selon lui, il devrait y avoir dans des milliers d'années, voire des centaines, ou plus près dans des centaines d'années, l'homme pourrait peut-être découvrir une technologie pour faire une suite au réchauffement climatique. Le mec, il était déjà high level. Suite au réchauffement climatique et à la mauvaise utilisation de retraitement des déchets, la surface de la Terre allait être un dépotoir. Et donc la seule solution qu'ils allaient faire, c'est que on allait créer pour les riches et les très riches des comment dire, voilà, oui, Gunbuster aussi, mais faire des habitations au niveau des points de Lagrange. En fait, faire tirer des grands câbles et aussi mettre des stations spatiales à certains points, dont les points de Lagrange. Et comme ça qui serait logique et ça permettrait de donner moins d'énergie ainsi de suite. Dernièrement, il y a eu une équipe des MIT que je vais vous partager sur l'écran. Tac. Hop. Je vais vous le partager tout de suite. Tac. Des experts de MIT ont annoncé qu'ils avaient peut-être trouvé un truc. Ils pensent avoir trouvé une idée. Je dis bien une idée, hein, pour inverser la tendance climatique actuelle, qui serait de mettre des sortes de bulles, pour faire simple, des filtres en silicium sous forme de bulles au niveau des points de Lagrange, afin de capter et de dévier les rayons solaires et donc réduire la température par les réflexions et la diffraction. Je sais pas, là on est dans l'optique. Hein. En fait, tu vois ce que je veux dire? Un gros miroir qui va dévier un peu les rayons. En fait, on ferait des gros. Tu vois ce qu'on fait avec les gamins à faire des bulles? Oui. En fait, on ferait des grosses bulles au niveau des points de Lagrange. Dévierait en fait les rayons du soleil. Donc on baisserait en intensité lumineuse, mais surtout en fait on baisserait de plusieurs degrés parce que vu qu'on a moins de rayons solaires, il y aurait moins de diffraction au niveau de l'intérieur de l'atmosphère et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ces bulles-là permettraient de faire de la diffraction, mais aussi de faire un filtre pour éviter tout ce qui est radiations qui sont nocives, style les vents solaires, style les radiations type UVA, UVB et ainsi de suite. Donc plus besoin de se mettre de l'écran total. Pour moi mais voilà. Pour une raison plus simple, c'est que déjà si tu fous, alors déjà on n'a pas de semi-conducteurs en France pour des cartes graphiques. Tu veux cramer du silicium pour faire des miroirs géants dans l'espace. Point 1. Voilà. Point 2, ok c'est marrant mais t'as plus aucun contrôle sur les trucs et le jour où tu veux bronzer tu fais comment? T'as une télécommande qui va t'ouvrir ton store solaire de l'espace. C'est ça, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, pour la blague, c'est qu'il faudrait qu'on fasse des... pour faire simple, hein, ça serait des bulles ou des sortes de stores ban. Ouais, c'est des ça. Stores, les stores vénitiens que t'as à ton boulot, que tu dévises pour adapter le truc. Non mais t'imagines, ils sont piratés, ils éteignent tout ou ils allument tout. Imagine un truc. Tu es traqué par des grands méchants d'un pays imaginaire qu'on appellera, je sais pas, par exemple la Nouvelle-Tonnerie. Et du coup, ils viennent, ils disent on a tout piraté, on va éteindre le soleil. Non, il fait nuit, il fait froid, plus de culture, tout ça. Enfin voilà, au bout d'un moment, on crée le mal. Et
Et vu le coup que ça va avoir d'envoyer ça avec des fusées et tout ça et tout, essayons déjà de sauver la planète en avant toute chose, déjà. Non, mais en respectant, tu vois, le tri sélectif, en faisant des économies sur l'énergie, en arrêtant de faire les cons avec les voitures et ce genre de choses, avant de se dire qu'on va mettre une fusée qui consomme pas combien de millions de litres de kérosène, juste pour remettre un Storban dans l'espace, quoi. Après, je pense que la publication que tu as vue est un peu plus fournie que ça et qu'on est. Oui, on essaye de vulgariser un petit peu le truc, mais dans l'absolu, ça serait pour. Le truc, c'est même pas vulgarisé. Mais on simplifie le truc pour expliquer un petit peu. Après, les gens ont bossé, et je pense que c'est peut-être viable à un moment donné, tout ça et tout, mais. Oui, c'est totalement viable. Je dis ça, mais voilà, c'est déjà tu te dis bon, pourquoi pas. Après, c'est ce qu'ils disent. Hein. De toute façon, ça sera qu'une solution. Ça sera la solution de la dernière chance, ils disent. Ouais, mais c'est comme Elon Musk qui dit qu'on va coloniser Mars parce qu'on a niqué la Terre. Enfin, tu vois, c'est. Voilà. On est dans du total bullshit, mais ça peut être marrant à regarder et à voir ce qui pourrait en faire. Ouais, mais bon, moi je me dis que clairement, si je préfère aller visiter Mars que mettre de l'argent dans une fusée qui va mettre du silicium dans l'espace. Ou encore mieux, moi je dis encore mieux, que Elon Musk nous propose de nous envoyer en Tesla jusqu'à Mars. En roadster. Une autour de l'espace, tu vois, qu'on appellerait la Voie lactée. Et la voie de droite. Et comme ça, direct, bam, en voie de gauche, c'est mieux encore. Comme ça, on peut rouler direct. C'est un autobahn. Et voilà, direct dans Mars. Par contre, il faut juste un scaphandre assez grand pour pouvoir. T'as compris quoi. Parce que voilà, j'allais dire un truc, mais je me réalise. Voilà. La Voie lactée, donc, ce qui veut dire que la Voie lactée, ça serait avec du calcium, et donc, dit du calcium, elle serait toute blanche la voie, c'est ça? En fait, il a inventé un truc, il a acheté des parts dans Nesquik, et du coup, la Voie lactée, elle sera pas blanche. Elle sera marron. Exactement. Ah, et pendant le trajet, tu pourras manger des Milky Way. Les petits chocolats. Tu peux manger des Milky Way. Oh là là, tu me renvoies dans une phrase. On est vraiment un stream de boomer. C'est bon les Milky Way en plus. Bah oui. Donc voilà. Voilà quoi. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Ouais, tu vois, on a un Voie lactée, Milky Way, Nesquik, tout ça. Ouais. Donc voilà, c'était la dernière news qu'on allait aborder sur le retour du mardi. C'était bien marrant, on a bien rigolé. De toute façon, c'était à la cool de toute façon, comme toujours. Cool. Je remercie tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont dit des bêtises sur la chatroom, mais aussi qui ont rebondi sur toutes les infos. Je remercie surtout notre cher Toufik d'être venu me papoter avec moi. Si je peux rajouter une phrase, les amis IS et IES de la chatroom, si vous voulez venir sur Discord discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Oui, n'hésitez pas, hein, on n'est pas méchants, on ne meurt pas. Non, il y a un canal pour les émissions donc du retour du jeudi ou du mardi. En fait, c'est tous les 15 jours, et après c'est suivant notre vie, entre guillemets. Vu que le jeudi, c'est le 14 juillet, c'est jour férié, donc on va profiter de regarder les feux d'artifice que papoter geekery. Donc j'ai décalé, vu que le mercredi c'est un petit peu chaud pour moi, donc je l'ai décalé à mardi, comme ça on est à la cool, et le vendredi on peut rigoler et boire dans notre coin et préparer des repas pour toute la famille. Ouais. Donc voilà. Donc je te remercie beaucoup mon cher Toufik. On peut le retrouver sur sa chaîne Twitch, le labo de Toufik. Mangez-en. En effet. Voilà. Je vais faire une seconde de promo. Oui. Je pars à la TwitchCon ce week-end et je compte faire du live. Alors j'espère que tout se passera bien au niveau de la connectivité internet là-bas. Je pars avec du matos, même si Twitch n'est pas trop que je me batte avec du matos là-bas, ils l'ont clairement dit dans un mail. Mais j'essaierai de faire des lives et de vous montrer des choses sympas à la TwitchCon, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc petite info comme ça, et n'hésitez pas à nous rejoindre, à papoter avec nous, à nous partager des news. Des fois ça peut être marrant. Donc voilà. Effectivement, n'hésitez pas à partager des news parce que cette émission est aussi la vôtre et que derrière, elle est collaborative. Voilà, si vous avez des idées, des choses que vous voulez évoquer, n'hésitez pas. Merci Sony Sufer, je t'ai vu arriver sur Discord.
Donc, welcome. Donc bah, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, et à dans 15 jours pour un retour du jeudi. Salut.